Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, samedi, c'était les JNM, Journée nationale du myélome, organisée par l'AF3M. J'y étais bien entendu. Aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Pour cette 13e journée nationale d'information sur le myélome multiple, les grands noms de l'hématologie, psychiatres, psychologues étaient présents et bien entendu l'AF3M avec tous ses bénévoles qui étaient à l'origine de ces JNM à Paris, au ministère de la Santé, comme dans les plus grandes villes de France. L'objectif de la journée étant d'informer, de partager avec les malades et bien sûr les professionnels de la santé, faire découvrir les nouveaux médicaments. Cette année, ce sont les aidants qui ont été mis à l'honneur et c'est tout à fait légitime. La première partie était plus particulièrement dédiée aux malades avec toutes les questions qu'on peut se poser sur sa qualité de vie, en l'occurrence bien les effets indésirables des différents médicaments que l'on prend. Mais écoutez bien, celui-ci est très prometteur. Chaque cellule cancéreuse a des caractéristiques différentes d'une cellule normale. Et ça lui permet d'être reconnu par le système immunitaire. Donc il y a bien un système immunitaire anti-tumoral, comme il y a un système immunitaire anti-infectieux. Le problème, c'est que les cellules tumorales utilisent des moyens pour neutraliser finalement l'immunité antitumorale. Alors les carticelles, c'est des cellules T du malade qui sont transformées pour reconnaître de façon très spécifique les cellules de la maladie et qui sont éduquées pour les détruire. Donc ça, c'est le principe des CAR-T. Ça représente effectivement une nouvelle étape dans le traitement du myélome. Quand on saura faire en sorte que ces cellules persistent dans l'organisme à long terme, eh bien là, je crois pouvoir dire qu'on sera très proche de la guérison. S'intitulait « Développer des aides techniques, logistiques et humaines pour les aidants ». On ne s'était pas concerté avec Claudie. C'est le véritable chef d'orchestre du domicile. C'est lui qui va devoir s'occuper des questions juridiques, administratives, financières et bien évidemment comprendre la pathologie de son proche, la bonne observance des médicaments. De plus en plus, on nous parle d'hospitalisation à domicile, donc on sait que cette hospitalisation à domicile, pour qu'elle soit réussie, eh bien, elle va essentiellement reposer sur les frêles épaules des aidants qui vivent au quotidien avec le malade. En 2011, alors, eh bien, le myélome s'est réveillé malheureusement. Il avait attaqué une vertèbre cervicale qui a failli rendre mon mari tétraplégique. Pour mon mari, ça a été très difficile et pour moi aussi, parce que pendant 8 mois, il a porté un corset que j'étais censée lui enlever et lui remettre tous les matins. À partir de ce moment-là, il y a eu une chimio très lourde. Il y avait de très nombreux médicaments. Son caractère a changé du tout au tout. Moi, je ne vivais que pour lui en essayant de lui rendre la vie la plus douce possible. Et lui n'arrêtait pas de me critiquer et tout. Et psychologiquement, j'étais vraiment épuisée, j'étais à bout. Et puis, il y a le deuxième cercle des aidants. Ce sont souvent les enfants qui n'habitent pas au domicile forcément de leurs parents. Et qui viennent, je dirais, presque quotidiennement pour certains, pour vérifier que tout va bien. Que justement leur mère aidante ou leur père aidant ne s'effondre pas et est encore capable d'accompagner leurs proches. Il faut savoir que plus de 58% des aidants doivent concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. Pour beaucoup, ils utilisent leurs vacances pour s'occuper de leurs proches. Mais depuis peu, il existe le congé de proche aidant qui permet de s'arrêter pendant 3 mois. Le problème, c'est qu'il n'est pas rémunéré, donc difficilement accessible, car aider a un coût de transport par exemple. Autre possibilité, le don de RTT, qui se met de plus en plus en place dans les entreprises. Ou bien le télétravail, qui peut être une solution pour gérer son proche et continuer à travailler dans de bonnes conditions. L'impact sur la santé des aidants est important. D'abord, il faut savoir que 75% d'entre eux se disent stressés, se disent culpabilisés, et ça peut avoir des conséquences sur leur santé, évidemment. 69% d'entre eux disent qu'ils souffrent du dos, et à peu près les mêmes chiffres pour les questions de sommeil, ils dorment mal. Enfin, autre point,
beaucoup d'aidants reportent leurs soins. Donc, des problèmes de santé qui se multiplient parce que quand vous vous occupez d'un proche fragilisé, vous oubliez votre propre santé. Ça, c'est évident. D'ailleurs, nous avons lancé un plaidoyer sur la santé des aidants via le collectif auquel j'appartiens qui s'appelle Je t'aide. Depuis son opération, il ne peut plus porter de charge. Il a des difficultés à se pencher. Donc, je l'aide au sortir de la douche pour l'essuyer, l'aider à s'habiller. Bien sûr, quand on part en vacances, c'est moi qui porte les valises et tout ça. Et c'est moi qui gère son traitement, ses visites et tout, parce que j'ai l'impression que mon mari a besoin d'oublier sa maladie et qu'il se repose entièrement sur moi. Je pense qu'on ne s'occupe pas assez de l'aidant dans le parcours de soins du proche malade. Si j'ai un conseil à donner aux aidants qui accompagnent un proche fragilisé par la maladie, c'est de ne pas rester seul. C'est important de rejoindre des associations de patients, parce que ces associations de patients font un travail merveilleux et accompagnent justement ces aidants. Après, vous avez bien évidemment des aides professionnelles qui peuvent vous aider au domicile pour assumer un peu cette charge au quotidien. Donc, l'idéal, c'est d'aller au Centre communal d'action sociale, le CCAS, ou au Centre local d'information et de coordination, le CLIC, où il y a des professionnels qui vont pouvoir vous donner toutes les ressources du territoire. Parce qu'on est dans un pays où il y a énormément de choses mises en place dans les départements et les villes, mais beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ces ressources. Ensuite, appelez bien évidemment la mutuelle. Beaucoup de mutuelles font énormément de choses pour soutenir le binôme aidant-aidé. Les hôpitaux, bien évidemment, organisent aussi des moments autour de la pathologie et des moments réservés aux aidants pour qu'ils puissent s'exprimer, donc ne pas rester seuls. Ce qui m'a manqué, c'est de pouvoir parler avec d'autres aidants des difficultés plus sur le mode psychologique qu'ils rencontraient. Parce que quelquefois, quand j'en avais assez et tout, et en disant mais enfin il m'énerve, après tout je fais tout ce que je peux, mais il va jamais arrêter, c'est pas possible. Et je culpabilisais beaucoup en disant mais t'es un monstre quoi, et c'est lui qui est malade et tout, il est malade et puis toi t'arrives à le traiter de moins que rien en disant mais il ne s'aperçoit pas des efforts que je fais pour lui et tout. J'avais l'impression à certains moments que mon mari m'en voulait d'être en bonne santé et que lui soit malade. Je ressentais vraiment ça au plus profond de moi et ça j'aurais bien aimé le partager avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. La Compagnie des aidants fait partie d'un collectif associatif qui s'appelle Je t'aide. Nous sommes 15 structures à penser qu'il est nécessaire que les aidants aient un statut. Parce qu'un statut, ça ouvre des droits. Et il est important que les aidants aient des droits. Donc ça, c'est notre combat. On va y arriver tranquillement, mais sûrement. Je continue actuellement mon traitement qui est effectivement très faiblement dosé, mais je continue quand même parce que je ne voudrais pas prendre le risque de lâcher et de voir mon mari aussi s'effondrer. Donc je voudrais qu'on reste un couple gai, dynamique et qui continue à faire un grand plaisir à nos petits-enfants quand ils viennent nous voir. En France, on compte 11 millions d'aidants. 20% d'entre eux sont des salariés. Vous voyez les enjeux économiques derrière. Pourquoi il est essentiel aujourd'hui de soutenir les aidants? Parce que c'est toute la société qui va être impactée si on ne prend pas soin de ces aidants. Je dirais qu'il faut être tenace, garder espoir et s'entourer d'abord de familiers, dire que parfois les aidants ont besoin d'être aidés, qu'il faut qu'ils puissent parler à quelqu'un et parler aussi à des gens de l'association. Allez sur le site de la F3M, n'hésitez pas à parler et si vous ne parvenez pas à parler, à vous confier, essayez de rencontrer un professionnel de santé ou même quelqu'un d'une association,
de sortir, de ne pas vous isoler. Il faut s'accrocher, il faut jamais perdre espoir, il y a toujours une solution et faire confiance aux médecins surtout. Voilà. Essayer d'être bien entouré parce que c'est difficile à passer. Mais on s'en sort, la preuve. Il faut prendre vraiment au jour le jour tous les petits bonheurs, un petit rayon de soleil, et ça c'est une philosophie de vie. La compagnie des aidants participe au programme Et ma vie de deux façons. La première façon, c'est que tous les patients binômes aidants-aidés vont pouvoir rejoindre la compagnie des aidants, qui est un réseau social d'entraide et d'échange qui fonctionne par code postal. 80% des soins sont prodigués par les aidants parce que entre les passages des professionnels, il faut bien qu'ils continuent. Donc avec l'hospitalisation à domicile qui va augmenter, forcément, ils vont être encore plus impliqués. Donc il est important qu'ils soient formés. Et pour cela, la plateforme Et ma vie est une solution qui me semble très intéressante pour accompagner en fait les aidants sur les problèmes qu'ils vont rencontrer avec leurs proches fragilisés par la maladie. Deuxième niveau, nous sommes en train de finaliser une plateforme d'auto-formation pour les aidants pour obtenir enfin une attestation de formation en ligne. Pourquoi ? Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de femmes qui arrêtaient de travailler pour s'occuper de leurs proches. Le proche décède et elles se retrouvent au chômage, au RSA, alors qu'elles ont développé des compétences. Par ailleurs, vous avez beaucoup de structures de services à la personne qui cherchent à recruter des gens formés. Donc une formation, vous voyez, à plusieurs niveaux. Tout aidant peut la suivre juste pour mieux accompagner son proche. Et ensuite, les gens qui voudraient rejoindre les métiers des services à la personne peuvent le faire et on délivre une attestation de formation. Les premiers chiffres de la première session du Mélome l'ont confirmé. 98% des participants ont jugé très satisfaisant cette initiative. Un point important aussi, ce MOOC a été possible parce qu'il y avait un partenariat de longue date avec l'IFM. Le MOOC comporte plusieurs modules et pour chaque module, il y a une webconférence qui clôture le module et les médecins IFM sont sollicités pour participer à ces webconférences. Ce sont des webconférences qui durent 1 heure où un médecin expert est présent pour répondre aux questions des participants. Avec des thématiques différentes qui vont bien sûr la connaissance de la maladie, des traitements, de la recherche, des soins de support, de la qualité de vie. Le médecin a le rôle d'exposer la thématique. Les intervenants posent les questions par écrit, peuvent donner leur identité ou utiliser des pseudonymes. Donc on a l'impression que la parole se libère. C'est des questions, ça peut être sur l'alimentation, sur le mode de vie. Et ça, en consultation, ils ne le posent pas forcément parce qu'ils sont plus focalisés sur la maladie, le traitement. C'est un exercice vraiment très très riche pour nous avec des retours qui semblent positifs. Ce qui a fait la réussite de ce MOOC, et cela a bien été démontré par plusieurs des participants, c'est effectivement le fait que ce MOOC soit tutoré, c'est-à-dire que l'apprenant n'est pas seul devant son écran sur lequel défilent des informations. Et tout au long du MOOC, plusieurs occasions se sont présentées au cours desquelles je me suis moi-même dévoilée. Et ce qui m'a surpris moi-même et qui probablement m'a fait un certain bien. Ça a été très positif. Bon, ça m'a rassuré parce que je ne me sentais pas tout seul. Mais surtout, ça m'a apporté des éléments techniques qui me permettent, quand mon hématologue me parle, que je puisse comprendre un minimum. Le MOOC, je conseille. Pour quelqu'un qui est nouveau, ça c'est vraiment... ça évite d'être tout seul. Le MOOC a été très bénéfique pour moi et pour mon entourage. L'intérêt du MOOC, c'est surtout le fait d'être chez soi, devant son ordinateur, de pouvoir dialoguer avec d'autres personnes, malades, docteurs, surtout dans les vidéoconférences. Il y a beaucoup de choses positives dans le MOOC et qui donnent espoir. J'ai le sentiment que des gens se sont un peu lâchés. On dit vraiment ce qu'ils avaient au fond du cœur, des témoignages très poignants. Des gens qu'on aurait voulu rencontrer d'ailleurs à la suite de ça parce qu'on s'est dit ils partagent la même chose que moi. Moi-même j'ai pu écrire des choses. Je crois que ça nous incitait aussi à dire comment on vivait vraiment notre situation. C'est mon épouse qui m'accompagne et je sais aussi combien c'est important parfois de déplacer son regard. Il y a le malade, vous voyez tout le monde, comment tu vas ?
mais comment va l'accompagnant qui, lui, subit aussi bien des coups et parfois dans l'ombre ne dit rien. Le jour où elle sera à la retraite, et si le mobilier existe encore, je l'inciterai à le faire. Je pense que c'est complémentaire à la consultation, que ça permet aux patients d'être informés d'une façon différente, c'est vraiment très important. Et moi j'encourage tous les patients à participer à ce MOOC qui est vraiment une modalité d'information que je trouve extraordinaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Merci à l'AF3M, Association française des malades du myélome multiple, qui a organisé évidemment avec l'IFM cette journée, qui a organisé des conférences dans toutes les grandes villes de France, avec à chaque fois des informations complètes. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien, sachez que dès maintenant, vous pouvez rentrer dans mes contacts privés. Comment faire? Eh bien, juste en dessous, vous avez un lien, vous cliquez dessus, et vous pourrez inscrire votre mail et votre prénom. Comme ça, moi, je vous enverrai un petit mail avec mon actualité. Bon, en tout cas, je vous embrasse. Portez-vous bien, portez-vous même très bien. Et puis surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie.